Le 8 novembre 2000, à San Diego, dans la librairie Mysterious Galaxy, George Martin organisait une séance de dédicace. L'occasion était la sortie de Tempête d'épée, le 3e livre du cycle Le Trône de Fer. Rencontre habituelle avec les lecteurs. Lecture, échange sur l'écriture, discussion sur les personnages et plaisanteries sur l'hiver qui approche sans jamais arriver. L'hiver approche. L'hiver approche. L'hiver est vraiment proche. L'écrivain a été tellement aimable qu'il a même accepté de dîner avec l'une de ses fans. Si cela vous surprend, je vous rappelle que nous sommes en l'an 2000. Aujourd'hui, George Martin est une figure de renommée mondiale. Mais à l'époque, bien avant le succès mondial de Game of Thrones, et encore plus avant Le Chevalier des 7 Royaumes, c'était un auteur de romans de fantasy, certes respecté, mais tout à fait ordinaire, dont on pouvait dire sans hésiter qu'il était largement connu dans un cercle restreint. D'après les souvenirs d'une fan, lors du dîner, il parlait de bande dessinée, de l'histoire de la foire du livre de Francfort, de jeux vidéo et bien sûr de littérature. Elle a osé poser une petite question sur le chevalier errant et son lien avec la saga principale. Déjà à l'époque, l'univers complexe et embrouillé du Trône de Fer troublait les lecteurs. Elle a demandé si, dans le Trône de Fer, nous avions rencontré un descendant de Duncan le Grand. À cela, George Martin a répondu par l'affirmative. Il n'a pas précisé de qui il s'agissait, et la fan elle-même n'a pas insisté avec d'autres questions, car elle voulait tout découvrir par elle-même dans les livres. Qui aurait pu savoir alors que Martin mettrait des décennies à finir ses romans et qu'il faudrait attendre indéfiniment pour avoir des réponses ? Après la sortie de Le Chevalier des 7 Royaumes, les discussions sur le lien entre Duncan et Game of Thrones ont repris de plus belle. Je vais te parler de Sir Duncan le Grand. Tu as toujours aimé cette histoire. Lors des rencontres, on lui a posé plusieurs fois la même question sous différentes formes, et Martin a toujours répondu à sa manière. Il ne confirmait ni ne démentait rien, laissant les fans libres de spéculer et créer des théories. Alors j'ai décidé moi aussi d'apporter ma contribution, de vérifier la chronologie, d'estimer le nombre de générations, et il s'est avéré qu'il y avait plus de candidats aux descendants de Duncan le Grand que vous ne le pensez. Je pense que la première chose à faire, avant de se lancer dans des théories de fans sur les descendants de Duncan, c'est de vérifier les dates. Parce que sans chronologie, toute théorie devient un jeu de devinettes. Commençons par le calendrier. Dans le monde de Martin, tout le calendrier commence à partir de la conquête, du moment où Aegon Targaryen, avec ses dragons, a conquis Westeros et, en fait, a uni les 7 royaumes en un seul. Les années après cet événement sont désignées comme « après la conquête ». C'est justement cette période qui nous intéresse. Dunk, d'après des indices indirects, est né vers l'an 191 après la conquête. Dans Le Chevalier errant, nous sommes en l'an 209 après la conquête. Il a près de 18 ans. Dans la série, il est bien sûr plus âgé, mais dans le livre, c'est ainsi. Il y a aussi la date de sa mort. J'espère que la mortalité humaine ne sera pas un spoiler pour vous. Nous savons que Duncan le Grand est mort lors de la tragédie de Summerhall avec le roi Aegon le Ve en l'an 259. C'est consigné dans le lore comme un fait historique. Game of Thrones commence d'ailleurs vers l'an 298 après la conquête. Il s'écoule environ 40 ans entre la mort de Dunk et le début de la saga principale, et environ 90 ans entre sa jeunesse et Game of Thrones. C'est donc une période d'environ 3 à 4 générations. Pour simplifier, les enfants nés du vivant de Dunk appartiennent facilement à la génération des parents des héros de Game of Thrones. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a un chevalier très grand, qui a vécu un siècle avant les événements de la saga. Et un auteur qui a reconnu que son descendant apparaît déjà dans le Trône de Fer. Mais avant de commencer à chercher ses traits dans l'apparence et le caractère d'autres personnages, il faut répondre à une question plus terre-à-terre. À quelle période de sa vie Dunk aurait-il pu devenir père ? Et ici, il y a une nuance assez importante et significative. Nous savons que Duncan est devenu le Lord commandant de la garde royale, et cela change radicalement la donne concernant ses descendants. Parce que la garde royale à Westeros n'est pas un club d'élite de garde du corps, mais un ordre presque monastique. La garde royale est une fraternité, nous faisons un vœu à vie, seule la mort peut nous libérer. Chacun des chevaliers fait le serment de ne pas posséder de terre, de ne pas hériter de titres et, ce qui est particulièrement important pour nous, de ne pas se marier ni d'avoir d'enfants légitimes. Je suis dans la garde.
Il m'est interdit de perpétuer ma lignée. En fait, il met fin à sa lignée avec lui-même. À partir de ce moment-là, le respecté sire n'a plus que son épée, son roi et le livre blanc, où quelqu'un écrira plus tard quelques lignes, ou peut-être des pages, sur ses exploits. Pourquoi ces restrictions ont-elles été mises en place ? Est-ce pour rendre la vie des chevaliers pénible, ou existe-t-il une raison derrière ces règles ? En fait, si une personne proche du pouvoir a une famille, des terres et des héritiers, elle a alors un devoir envers sa maison. Et le devoir envers sa maison commence facilement à entrer en concurrence avec le devoir envers le roi. Si tu as un fils, tu commences à penser à ce que tu pourrais lui laisser. Si tu as des terres, tu t'intéresses aux intrigues et au partage du pouvoir. Si tu es marié, on peut te mettre la pression via ta femme, ton beau-père et ta belle-famille. C'est pourquoi un système où tu ne sers que le roi et où tu ne possèdes rien d'autre est le rêve de tout monarque. Autrement dit, si on dit que Dunk a des descendants, on se heurte automatiquement à une question difficile. À quel moment a-t-il eu le temps d'en avoir ? Avant le serment ? En contournant le serment ? Dans le mariage ou hors mariage ? Était-il au courant de l'enfant ou non ? S'il est devenu le Lord commandant de la garde royale, avoir des enfants pendant ces périodes de service serait une violation directe du serment sacré. Et cela ne correspond pas vraiment à son image. Vous comprenez donc, si nous voulons rester cohérents avec la logique de cet univers, il faut partir d'une option plus vraisemblable. Tous les descendants possibles de Duncan doivent apparaître soit avant son entrée dans la garde royale, soit selon un schéma complexe et détourné qui, formellement, ne viole pas le serment. Maintenant que nous avons clarifié la chronologie, passons au premier et au plus évident des prétendants. La première personne sur laquelle se portent les soupçons, c'est bien sûr Brienne de Tarth. Je suis Brienne de Tarth, de la garde royale auprès de Renly Baratheon. Et dans son cas, nous n'avons pas seulement nos suppositions, mais aussi des indices assez clairs de la part de George Martin lui-même. Lors d'une rencontre avec des lecteurs, en répondant sur les héritiers de Dunk, il a laissé échapper qu'un indice subtil se trouve dans Festin pour les corbeaux. Les lecteurs, de leur côté, ont trouvé le passage suivant. Beau travail, a félicité Brienne lorsque la femme lui a montré le bouclier fraîchement peint. Ce n'était même pas un blason, mais une véritable peinture qui ramena Brienne dans le passé, dans la fraîche pénombre de l'armurerie de son père. Elle sentit de nouveau ses doigts effleurer la peinture craquelée, les feuilles vertes de l'arbre, l'étoile filante. Je pense que si vous regardez cette vidéo, il n'est pas nécessaire de vous rappeler à qui appartient un tel bouclier. Orme, tronc brun et branches vertes. Et une étoile filante au-dessus de lui. Bien sûr, le simple fait d'avoir le bouclier ne suffit pas à affirmer avec certitude que Brienne est une descendante de Dunk. Ce n'est pas encore une preuve, mais seulement un indice fort. Mais si l'on ajoute à cela son apparence, sa taille et sa carrure, la probabilité devient encore plus évidente. C'est une femme ? Où avez-vous trouvé ce monstre ? C'est vrai, cette théorie présente aussi quelques problèmes. Brienne est chevalier dans l'âme, et elle a consacré toute sa vie à cela. Pouvait-elle ignorer qu'il y avait dans sa famille un chevalier aussi célèbre, pas seulement un participant au tournoi, mais un lord commandant de la garde royale, une figure presque légendaire ? Et pourtant, ni dans les livres, ni dans la série, il n'en est fait aucune mention. Aucune mention, aucun indice concernant la fierté familiale. La maison Torte, bien qu'elle ne soit pas de premier rang, reste néanmoins une maison noble, et ces maisons connaissent généralement leur lignée. Elle, c'est Brienne de Tarth. Son père est le seigneur Selwyn Tarth. Ainsi, si Brienne descend bien de Duncan le Grand, cela a sans doute eu lieu autrement que par un mariage officiel avec l'héritière de la maison Tarth. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Une lignée secrète ? Une liaison secrète ? Est-ce que Dunk a vraiment trompé Lord Tarth ? Dans quelle mesure cela correspond-il à l'image du noble chevalier Duncan, qui a toujours aspiré à la justice et à l'honneur ? Eh bien, si l'on revient à la chronologie dont nous sommes partis, le tableau peut sembler différent. Dunk est né vers l'an 191 après la conquête, et Brienne aux alentours de l'an 280. Il y a presque 90 ans entre eux. Cela représente 3 ou 4 générations. Mathématiquement parlant, Brienna pourrait très bien être son arrière-petite-fille, voire son arrière-arrière-petite-fille. Avant de rejoindre la garde royale, Duncan avait largement le temps de se marier. Il aurait pu avoir une fille qui, à son tour, aurait pu se marier et avoir une autre fille, puis s'allier par le sang à la maison Tarth. Au final, Selwyn Tarth serait né, le père de Brienne, puis Brienne elle-même.
Ceci, bien sûr, n'est qu'un des scénarios possibles, mais dans toute version de ce genre, il reste un point faible. La parenté avec un chevalier célèbre, Lord commandant de la garde royale, aurait probablement été connue. De telles choses ne se perdent, ni ne s'oublient généralement dans les grandes maisons. Sir Duncan le Grand. 4 pages pour Sir Duncan. On voit que c'était un vaillant guerrier. C'est pourquoi une autre idée me vient. Peut-être que le descendant de Duncan n'est pas dans les maisons nobles. Peut-être devrions-nous chercher quelqu'un de plus simple ? Quand on parle du lien possible entre Brienne et Duncan, on évoque le plus souvent la taille et la force. Mais dans Game of Thrones, il y a une autre famille qui est également célèbre pour cela. Les Clegane. Mon Dieu, qui est-ce ? Sir Gregor Clegane, surnommé la Montagne. C'est le frère aîné du limier. Et la maison Clegane, contrairement aux Tarth, n'est ni ancienne ni noble. Selon Sandor Clegane lui-même, leur grand-père était un simple maître chenil chez les Lannister. Un jour, il a sauvé la vie du Lord Tytos Lannister en le protégeant d'une lionne, et en récompense, il a fondu son petit parc de en Pache et les Horarans, il a reçu des terres et un petit château. C'est ainsi que la maison Clegane est apparue. Autrement dit, le grand-père de Sandor et Gregor n'était qu'un simple maître chien à Castral Rock. Et si l'on raisonne dans le cadre de notre version, il ne serait pas surprenant qu'il soit le fils illégitime d'un chevalier errant. Et si ce chevalier était Dunk, alors cette lignée paraît même plus logique que la parenté avec la maison Tarth. Avant d'aller plus loin, il faut préciser un point important. Nous n'avons pas encore de preuves directes, ni dans les livres, ni dans la série. Tout ce que nous avons, ce sont des indices, des coïncidences, une chronologie et d'éventuels indices littéraires que George Martin a pu consciemment laisser dans le texte. Et avec Sandor Clegane, il y a plusieurs de ces moments. Comme je l'ai déjà dit, le grand-père des Clegane était roi, et dans Le Chevalier des 7 Royaumes, il y a une scène qui fait écho de façon inattendue à ce détail. Si tu me voles, je te retrouverai avec les chiens. Tu n'as pas de chien. Je vais en avoir. Waf. Cette scène n'a pratiquement aucune fonction dans le récit. Elle sert juste à divertir un peu. Si tu l'enlèves, rien ne changera. Cependant, si c'était un indice laissé par Martin, alors elle a du sens. Mais Clegane est loin d'être le seul descendant possible de Dunk. Il existe d'autres théories. Puisque nous avons commencé à regarder du côté de ceux que la nature a généreusement dotés de taille et de force, il y a un autre candidat qui revient régulièrement dans les discussions. Et c'est bien sûr Hodor. Hodor, avec ta carrure, je serais déjà devenu le roi du monde. Il est évident que la taille et la force ne suffisent donc pas à déclarer Hodor descendant de Duncan. Il faut autre chose, au moins un indice. Et il y a un tel indice. Dans Danse avec les dragons, Bran a une vision du passé de Winterfell où les images défilent comme dans un kaléidoscope. Les images ont commencé à défiler si vite que Bran en avait la vue brouillée. Il ne vit plus ni son père, ni la fille qui ressemblait à Arya. Une femme nue, au ventre rond, est sortie de l'étang. Elle s'est agenouillée et a supplié les anciens dieux de lui donner un fils qui la vengerait. La jeune fille élancée s'est mise sur la pointe des pieds pour embrasser le chevalier aussi grand que Hodor. C'est cette phrase qui a retenu l'attention de beaucoup. Un chevalier aussi grand que Hodor. Le chevalier le plus célèbre et le plus grand de l'histoire de la saga, c'est bien sûr Duncan le Grand, et il est peu probable que ce soit une coïncidence. Cette scène se déroule à Winterfell. Et le plus intéressant, c'est que nous savons que Duncan y a réellement séjourné, vers le début des années 210. Peu de temps après les événements du Chevalier Mystérieux, il est parti vers le nord. Cet événement appartient à la nouvelle inédite Les Louves de Winterfell, dont l'intrigue est connue seulement grâce aux propos de Martin. Donc le chevalier dans cette vision pourrait très bien être Dunk. Il correspond en taille, en époque et en géographie. Mais alors une autre question se pose. Qui est cette jeune fille qui embrasse le chevalier ? Et c'est là que commencent des interprétations plus audacieuses. Beaucoup ont remarqué que la scène du baiser n'était qu'une partie d'une chaîne entière de visions de Bran, qui se déroule littéralement en couches, du présent vers le passé. Et avant l'image du chevalier de la taille de Hodor, il y a aussi d'autres fragments du passé. Bran voit des enfants jouer dans le bois sacré. Apparemment, il s'agit de Lyanna et Benjen. La fille était plus âgée et plus grande que le garçon. Arya
Non, ce n'est pas possible. Si c'est Arya, alors le garçon doit être Bran lui-même. Et il n'a jamais eu les cheveux aussi longs. Et sa sœur ne l'a jamais battu au jeu, comme cette fille. Là, elle a frappé le garçon à la cuisse, tellement fort que sa jambe a flanché. Et il est tombé dans l'étang. « Tais-toi, idiot !» dit-elle en jetant la branche. « Ce n'est que de l'eau. Tu veux que la vieille naine entende et aille se plaindre à papa ?» Donc juste avant la scène du baiser du chevalier, la vieille naine est mentionnée. Et la vieille naine, c'est l'arrière-grand-mère, ou peut-être l'arrière-arrière-grand-mère de Hodor. La vieille naine racontait des contes. Je vais raconter l'histoire de Sir Duncan le Grand. D'abord, on mentionne l'arrière-grand-mère de Hodor, puis on parle d'un chevalier aussi grand que Hodor, qui très probablement est Duncan. Si Martin voulait simplement montrer le chevalier géant, il aurait pu l'écrire autrement. Mais il relie la taille précisément à Hodor. D'ailleurs, certains ont même supposé que cette jeune fille était en fait Nan elle-même dans sa jeunesse. Mais si l'on se réfère à cette même chronologie, cela ne correspond pas à la période. À cette époque, Nan n'était pas encore née, mais cela pourrait très bien être sa mère. Si l'on en croit cette version, il s'avère que Duncan, en arrivant à Winterfell, aurait très bien pu entamer une liaison, disons avec la mère de Nan. C'est pourquoi Hodor pourrait être un autre descendant de Duncan. Pour retrouver les descendants de Duncan, il est logique de chercher parmi les grands et costauds. Oui, en réalité, la génétique n'agit pas de manière aussi directe. Mais nous sommes chez George Martin, où de tels détails sont rarement dus au hasard. Si nous avons un chevalier de grande taille, il est logique de s'attendre à ce que ses éventuels descendants se distinguent aussi par leur taille. Et il y a un tel personnage aussi parmi les sauvageons, Osha. Celui-là, c'est un costaud. Il a du sang de géant. Ou alors je suis la reine. Lors de leur première rencontre, Bran remarque littéralement une femme grande et maigre avec une lance. Plus tard, il est souligné qu'elle dépasse Robb d'une tête. Et Robb, c'est le fils de Ned et Catelyn, qui ne sont pas du tout petits. Oui, à ce moment-là, il est encore adolescent, mais c'est déjà presque un jeune homme adulte. Donc la taille d'Osha est remarquable. La taille ne suffit pas, il nous faut des indices. Martin a mentionné qu'un indice sur le descendant de Duncan serait dans « Un festin pour les corbeaux ». Et si l'on cherche une mention littérale du nom de Duncan, il n'y en a qu'une seule dans ce livre, dans les souvenirs du maître Aemon. J'avais alors 35 ans et je portais déjà la chaîne de maître depuis 16 ans. Egg voulait que je l'aide à gouverner, mais j'ai décidé que ma place était ici. Pour le voyage vers le nord, il m'a donné un dragon d'or et m'a confié à son ami, Sir Duncan, comme guide. Aucun autre recrue n'était jamais arrivé au mur avec autant d'honneur. Donc Dunk se rendait au mur en tant qu'escorte d'honneur. Il y a probablement passé un certain temps, des semaines, peut-être plus. Ce qui signifie qu'il a déjà été au mur, peut-être même au-delà. Si Duncan est vraiment resté assez longtemps dans le nord, il est logique de supposer qu'il a participé à des expéditions. En théorie, il aurait pu croiser une femme du peuple d'au-delà du mur. Et si une relation s'est nouée entre eux, cela nous donne une branche nordique, sauvage de sa lignée. Comme vous pouvez le voir, Dunk pourrait avoir bien plus d'un descendant potentiel. Il n'est pas exclu qu'il y ait même plusieurs de ses descendants en même temps dans Game of Thrones. Ce serait amusant si Clegane et Brienne s'avéraient être les descendants d'une seule et même personne. Je ne veux pas vous tuer, messire. Leur rencontre et leur duel à l'épée prendraient alors presque un sens symbolique. Je ne suis pas chevalier. Aucune preuve irréfutable pour l'instant, seulement des indices. Le bouclier trouvé par Brienne, les visions de Bran, la taille, les déplacements étranges de Duncan. Martin, comme toujours, n'affirme jamais rien directement. Comment cela s'est réellement passé sera peut-être clarifié plus tard, dans de nouveaux livres ou des adaptations. Et qui considérez-vous comme le descendant le plus probable de Dunk ? Brienne, Hodor ou quelqu'un auquel nous n'avons même pas pensé ? Lors de la précédente analyse sur le Chevalier des Sept Royaumes, j'ai demandé si vous vouliez une suite. Et beaucoup ont soutenu cette idée dans les commentaires, ce qui a donné naissance à cette analyse. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez vraiment influencer les sujets de la chaîne, c'est pourquoi cette fois encore, je vous demande de voter pour le personnage de la prochaine analyse sur cette série. À mon avis, il y a 3 candidats évidents, Egg, Baelor Targaryen et Lyonel Baratheon, alors écrivez simplement le nom. Alors, dis mon nom.